Mais en fait, manquer d'objectivité, exploser le plafond de verre, vraiment, ne croyez absolument aucune pensée limitante. Il n'y a pas de limite. C'est pertinent en termes d'utilisation, c'est pertinent en termes de santé, c'est pertinent en termes d'écologie, c'est pertinent en termes de tout. Chaque nouveau projet, c'est tellement de questions scientifiques, c'est passionnant. Et puis, quand les gens se lancent, ils ont tellement de ferveur, ils croient tellement en leur projet. Et toi, tu as tellement envie de les accompagner, ça devient ton projet aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons parler de sciences, de recherche et de recherche appliquée. Nous allons parler de microbiologie et comment est-ce que toute cette science peut bénéficier à l'avancée de la santé globale. Et pour ça, nous avons la chance d'accueillir parmi nous une chercheuse, un de nos modèles guadeloupéens, qui travaille spécifiquement sur ces sujets, Gaëlle Gruel. Bonjour. Salut Gaëlle, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, écoute, je suis super content de t'avoir parmi nous parce que tu as travaillé sur des sujets qui sont super importants pour le territoire. Tu vas pouvoir nous en parler en détail. Oui. Avant, j'aimerais que tu nous fasses peut-être un petit rappel de ton parcours, D'accord, ok. rapidement, parce qu'il est assez exemplaire. Ça va sans doute pouvoir inspirer des C'est jeunes gentil. qui nous écoutent. Alors, je suis le docteur Gaëlle Gruel. J'ai commencé mon parcours par une licence en sciences de la vie et de la santé à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait un master en biochimie et biologie moléculaire appliquée à la santé. Ok. Cependant, donc, mon master s'est plutôt bien passé et du coup, j'ai passé le concours de l'école doctorale de Bordeaux et je l'ai eu. Donc, malgré le fait d'avoir eu mon concours Ok. à Bordeaux, j'ai fait le choix de rentrer en Guadeloupe. Et ce choix, Sans avoir de concours pour l'instant. sans avoir de concours Ok. pour l'instant, mais en ayant déjà des pistes de financement et de concours, Ok. premièrement. Et deuxièmement, en ayant en fait en tête que mon projet de vie, c'était de faire de la recherche sur les sujets locaux. Donc, je me suis dit, si dès la thèse, je rentre, premièrement, j'aurais mieux conscience des problématiques locales, Ouais. mais aussi, je pourrais d'ores et déjà mettre en place des collaborations et nous créer un réseau. Parce que finalement, quand on veut se planter quelque part, il faut avoir un réseau Sûr. bien implanté à l'endroit où on veut être. Oui. Donc moi, je me disais, je rentre en Guadeloupe, j'ai envie de travailler chez moi, il y a tellement de choses à faire avancer. Donc j'étais dans cette dynamique. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai passé le concours de la région Guadeloupe, du coup, et j'ai commencé ma thèse en décembre 2021, mais plutôt janvier 2022. Et du coup, 2018, pardon, et je l'ai terminée en janvier 2022. Et donc ça a été à l'Institut Pasteur de Guadeloupe et j'ai travaillé sur l'antibiorésistance en Guadeloupe. Suite à ça, j'ai été contactée par le professeur Sarah Gaspard, donc, qui est bien connu en Guadeloupe pour être le grand nom de la recherche sur le chlordécone. Et donc là, je suis partie en première année postdoctorale avec elle sur un super projet de rémédiation, donc c'est-à-dire dépollution des sols contaminés en chlordécone avec des consortiums, donc des groupes de bactéries. Donc, super expérience scientifique et humaine dont on parlera peut-être un peu plus en détail après. C'est sûr, on va y revenir. Ouais. Voilà, et suite à ça, le projet de recherche était très prometteur et j'avais commencé une collaboration avec un autre labo de l'université. Du coup, j'étais en chimie, donc à Covachim M2E. Donc, si des personnes de Covachim passent par là, coucou. C'était vraiment super de travailler avec eux. Et j'ai commencé à collaborer avec la biologie et plus spécifiquement avec la biologie végétale. Et donc, le laboratoire Ecofog a pu collaborer avec nous jusqu'à ce qu'AgroParisTech remarque ce qu'on faisait. Et l'année d'après, j'ai été recrutée chez AgroParisTech. D'accord. Ouais, voilà, AgroParisTech Paris en collaboration avec Kourou en Guyane française. Et donc là, on a travaillé toujours sur la rémédiation, donc la dépollution des sols contaminés en chlordécone, mais en utilisant les plantes locales de Guadeloupe. Donc, on appelle ça de la phyto pour plantes rémédiation. Et donc, voilà, encore une fois, une super expérience. Et puis, suite à ces... Basé à Paris, du coup ou... Non, du tout. J'étais en Guadeloupe. Ouais, vraiment. J'ai été mise en disponibilité pour pouvoir être sur le terrain. Parce qu'en fait, c'est de la vraie science appliquée. On a vraiment mis en place des parcelles au champ chez des agriculteurs pour pouvoir planter des espèces végétales capables de bioaccumuler le chlordécone et de montrer que les épandages qu'on allait mettre en place réduisaient l'impact. On va en reparler plus en détail. Et donc, forte de ces deux expériences et toujours dans
dans une idée d'être en constante évolution, je me suis dit, bon, allez, j'ai eu ma thèse en 2022. En 2023, j'ai passé la qualification pour devenir maître de conférence parce que j'ai toujours voulu faire ça. C'était mon rêve. Et donc, je voulais essayer les concours en me disant, bon, ben, je m'entraîne pour les concours. Sauf qu'il y en a un Que tu as eu. que j'ai eu. Voilà, où j'ai été première, du coup, à l'université Clermont-Auvergne sur une thématique que je trouve aussi super. Et donc, aujourd'hui, je suis maître de conférence des universités à l'université Clermont-Auvergne. Mais la Et puis bioinformatique, c'est quoi? alors la bioinformatique, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser les données du vivant et de les transformer en données informatiques pour en tirer des résultats qu'on va pouvoir analyser, informatiquement et mathématiquement aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est de la C'est modélisation, quoi. transformer du vivant en modèle Waouh, mathématique et OK. qu'on va exploiter en informatique. Ah, Et c'est OK. vraiment mais hyper utile, pour ne pas dire crucial à mon Ah ouais? sens, quand on travaille sur du vivant et surtout sur des espèces qui évoluent aussi rapidement que les espèces bactériennes. Et ça, voilà, je suis en train de digresser là, mais Fais pas, la vas-y. le l'intelligence artificielle, elle doit aider là-dedans, non? Une Alors, fois que tu ben as des justement, il y a un laboratoire à l'Université des Antilles, le LAMIA, OK. qui travaille, si je ne m'abuse, puisque je n'ai pas énormément collaboré avec eux Ouais. malheureusement, mais j'ai pu assister parfois à leurs conférences et j'ai pu voir, ben, cette volonté et ce début de mise en place de travail, où on implique l'intelligence artificielle avec les questions de OK. santé et du vivant. OK, Je super. trouvais ça mais vraiment passionnant et c'est quelque chose que j'aimerais aussi mettre en place. Et ouais, OK, ça, c'est en Guadeloupe aussi? Ah oui, le LAMIA, il D'accord. est en Guadeloupe, il est à Lua. Excellent, bah, je ne connaissais pas. Très bien. Ben voilà, il faut Encore des gens à s'intéresser. inviter. Ah ben oui, il faut ouais, non, je pense que ce serait vraiment passionnant pour, la population de découvrir, ces chercheurs en mathématiques et en Et ouais, informatique qui sont qui se spécialisés, ouais. préoccupent des problèmes locaux et Ouais. pas que du vivant d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui sont mises en place. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux pour, l'aspect, conjonction entre les maths, l'info et le vivant, c'était pour, l'amélioration d'une base de données sur des souches de tuberculose. Ah ouais, Ouais, d'accord. avec le docteur David Couvin. OK. Donc, ouais, très intéressant, vraiment. Mmh. Ouais, il y a sans doute beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines années avec ces nouvelles technologies. Voilà, donc restez connectés. OK, très bien. Donc si on revient concrètement Mmh sur mh. le sujet, en fait, moi, qui m'a fait, hem, qui m'a donné envie de t'inviter dans l'émission, c'est le sujet un peu brûlant de la chlordécone. Quand j'ai entendu qu'il y avait possibilité de séquestrer et de capter le chlordécone avec du charbon actif, Mmh. potentiellement en plus c'était produit localement, je me suis dit: «Mais waouh!» parce qu'effectivement on va peut-être gagner 700 ans parce qu'on nous dit qu'on a ce fardeau sur la tête pour 700 ans, que la molécule est Mmh. très difficile à dégrader. Mmh. Donc du coup, je suis super curieux de savoir concrètement qu'est-ce Mmh. qu'on a appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Je vais remettre les choses, Ouais, donc avant toute chose, pour certaines personnes, surtout pour celles qui tomberaient sur la vidéo ouais. sans forcément avoir entendu parler réellement de la problématique chlordécone, Mmh. bah, pour, rappel, en fait, c'était, un pesticide épandu sur, les racines du bananier pour lutter contre, un insecte, hein, le Ouais, charançon noir du bananier ouais, et ce pesticide-là, du coup, il a créé, des symptômes chez les gens, donc des symptômes neurologiques, neuropathiques ouais. et ensuite on voyait des tremblements et puis, petit à petit, on a vu, une explosion de certaines pathologies dans la population antillaise, notamment des cancers de la prostate Mmh. et donc des questions de santé publique évidentes se sont posées Ouais. avec un rayonnement, un impact considérable sur, ben, l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche. Mmh. Voilà, il y a une contamination de la population locale, une Ouais. contamination des animaux d'élevage, une contamination de notre agriculture locale. On sait combien de personnes sont contaminées, non? Tu as des idées de Alors, chiffres? je crois que le chiffre, si je ne m'abuse, c'est que 90 de la population de Guadeloupe et de Martinique a des traces de chlordécone dans le sang quand on Waouh! fait sa chlordéconémie. Ouais, OK. Donc c'est pas anodin. Donc ce n'est De toute pas façon, on le anodin. sait, mais c'est ouais, Ce n'est OK. pas anodin et surtout alors, des études récentes du docteur Maëlys Saint-Hilaire, OK. qui est actuellement aussi la responsable d'un laboratoire de chimie à l'Institut Pasteur de Guadeloupe, ont montré que le corps tend normalement à se décontaminer naturellement au bout de 6 mois. Notre problème étant que nous sommes au sein d'un environnement contaminé, donc nous nous contaminons Ah ouais? cycliquement, on se Ouais, ouais. recontamine puisque, 80 de la contamination humaine en chlordécone vient de la consommation d'aliments contaminés.
Et ouais. le sol étant contaminé. Voilà. Mais ceci dit, théoriquement, les aliments ne peuvent pas être cultivés dans des terres contaminées, Alors, en théorie. en théorie, dans les circuits qui sont suivis par l'État, Mmh. non. Mais il faut savoir Il y a plein de qu'aux circuits, Antilles, on a cette, culture d'avoir notre, jardin, à la maison, le jardin Bocaille donc ouais, qu'on dit en Martinique, en Guadeloupe mais même. même dans le jardin, dans les jardins privés, Mmh. on retrouve du chlordécone? Ah bien sûr, dans les jardins privés, on retrouve du chlordécone et c'est pourquoi régulièrement, il y a une sensibilisation sur le fait qu'en Guadeloupe et en Martinique, il est possible de faire analyser son Ouais. sol gratuitement Ouais. pour son sol, mais aussi ses animaux d'élevage. Puisque pareil, il y a des personnes qui ont leurs poules et qui récupèrent les œufs, sauf qu'il faut savoir qu'au Ils sein se de font votre vendre. œuf, il y a une concentration de la contamination. Les poules, quand elles vont becqueter au sol, elles vont ingérer d'infimes quantités de terre Ouais. régulièrement. Ces poules vont se contaminer, mais quand elles vont pondre, la contamination dans l'œuf va être des dizaines de fois plus Supérieur. concentrée, supérieure à la contamination dans l'animal et dans le sol. Waouh! Et ça, c'est l'association JAFA, c'est ça, non? Alors, Ou il pas? y a je sais qu'il y a cette association, mais il y en a d'autres que je ne Ouais. connais pas On les malheureusement. retrouvera, mais on en On a déjà parlé, je pour te les laisse à gens qui communiquer veulent faire là-dessus. analyser leur sol, c'est OK, super. utile, tu vois? Et du coup ouais, vas-y, continue sur, Donc oui, alors et du coup, donc je disais voilà, donc c'est ça le contexte. Dans ce contexte-là, il y a eu les plans mmh chlordécone et entre 2021 et 2027, c'est le plan chlordécone 4 qui est Ouais. en cours et au sein de ce plan chlordécone 4, il y a, si je ne m'abuse, 90 millions qui ont été mis à disposition, Mmh dans une démarche premièrement de dépollution, donc le Ouais. terme spécifique, c'est rémédiation. Ouais. Dans une autre démarche, c'est aussi, de limiter et de réparer les impacts liés à la pollution Mmh et la troisième démarche, c'est de restaurer la confiance des populations envers l'État. C'est ça, en fait, le plan chlordécone 4 et du coup, parmi les actions possibles, c'est justement, c'est dans les actions de réparation, il y a la recherche. La recherche, c'est une action de réparation. Donc investiguer les impacts Ouais. et essayer de restaurer, la santé globale et donc petite parenthèse, quand on parle de santé globale, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un concept qui s'appelle le concept One Health, une seule santé en français, Ouais. et qui en 2017 avait été décrit par l'OMS, mais par des chercheurs spécialisés dans ce domaine, comme le fait d'aborder la santé non pas avec l'homme au sommet d'une pyramide qui a pour base l'environnement et les animaux, mais comme le maillon d'une chaîne. Donc en fait, finalement, on n'a pas ni cette pyramide, ni un cercle avec un point central qui est l'homme, mais des chaînons entrelacés, donc la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, qui sont interdépendants et qui sont tout aussi importantes les unes que les autres, puisque, étant interdépendants les uns des autres, si un environnement est contaminé, les animaux et les humains au sein de cet environnement sont contaminés. Et si les humains ont un impact sur cet environnement-là, bah, ils le dégradent Mmh et ils se recontaminent. Voilà, Ouais. c'est un peu ce contexte. Et donc, pour sortir de la parenthèse que je faisais, dans cette démarche de santé globale, cette action de recherche est une action de réparation, de rémédiation, de restauration et aussi, par la suite, d'analyser, pas seulement scientifiquement, mais sociétalement ce qui s'est passé pour pouvoir faire de la prévention et donc prévenir potentiellement d'autres dangers. D'accord, super et donc toi, le volet de recherche sur lequel tu étais, c'était spécifiquement sur la séquestration du chlordécone dans le sol sur du charbon Alors, actif, c'est ça? il y a eu 2 aspects. Le premier aspect, c'était tout d'abord la mise en place de ce qu'on appelle des microcosmes. Donc OK. en fait, c'est dans des bouteilles en verre, en laboratoire, recréer un micro-environnement Mmh semblable à l'environnement qu'on veut étudier. Donc nous, aux Antilles, en Guadeloupe, on est dans un milieu, insulaire tropical à risque avec en À fait, risque? pourquoi on Pourquoi? dit à risque? Donc en fait, parce qu'il y a, quand on parle de maladies infectieuses, des émergences et des réémergences par vague d'agents infectieux. Ah ouais? Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, mais OK. on est aussi à risque pour des questions météorologiques, par exemple, Oui. et sismiques. Donc D'accord, donc nous, c'est on a risque on a global, voilà, on a c'est tout tout. nous. On a cette conjonction de Mais risques on a en milieu insulaire en Guadeloupe. et en termes de virus et de bactéries, on est quand même plus à risque que les autres? Alors je ne dirais pas qu'on est plus à risque que les autres, mais il faut savoir qu'étant dans un environnement qui est tropical, Oui, heu ça prolifère plus facilement.
Par exemple, si on prend le cas des bactéries, les bactéries, elles aiment l'humidité et la chaleur. C'est la définition de la tropicalité. Ouais. Donc voilà. Mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a des bonnes bactéries. Ce qui est plutôt bien parce qu'on a des bactéries intéressantes, on a des espèces endémiques et donc c'est aussi un des axes de recherche qui sont importants et intéressants à investiguer. D'accord. Et donc pour revenir sur ce que je disais, donc le premier axe de recherche avec Covachim M2E, ça a été de faire des microcosmes bactériens, donc dans des petites bouteilles, des microcosmes qu'on appelle anaérobies parce qu'en fait, ils sont privés d'oxygène. Et avec une collaboration qui datait de plus d'une dizaine d'années avec l'Université de Toronto et plus spécifiquement le laboratoire Biozen qui est dirigé par Elizabeth Edwards, qui est vraiment une chercheuse connue internationalement de grande ampleur et de grande rayonnance. Sarah Gaspard et elle avaient déjà réussi à montrer que certaines espèces bactériennes, en absence d'oxygène, sont capables de dégrader la chlordécone. Sauf que ça avait pris plus de 10 ans pour pouvoir... Ouais, Prouvé? non, pas pour prouver, mais vraiment l'action des bactéries sur la chlordécone Elle a pris dans 10 les ans. bouteilles à Waouh. l'époque avait pris 10 ans. Et sans oxygène. Donc Et c'est des sans conditions oxygène. pas évidentes. Donc ça ne reflétait pas forcément les conditions réelles quand on est au champ, par exemple, puisque pour replacer un peu le contexte, je ne l'ai pas dit précédemment, mais c'était sous-entendu. J'ai dit que le pesticide utilisé était épandu aux racines des bananiers. Donc finalement, les plus hautes concentrations vont être retrouvées dans les zones de culture bananière. Donc s'il faut faire de la rémédiation au champ, ça va être sur des sols agricoles. Donc si vous avez déjà vu un champ, bon voilà, on est en plein air, on n'est pas privé d'oxygène. Donc effectivement, ces conditions, c'était des conditions de laboratoire. Et donc moi, quand j'ai été recrutée, la question était, en conditions de laboratoire, premièrement, de réduire ce temps d'action des bactéries. Nous, on savait déjà, enfin l'équipe de Sarah Gaspard et d'Elizabeth Edwards savait déjà que c'était via le métabolisme bactérien, donc c'est-à-dire via les enzymes présentes dans les bactéries. Les enzymes, ce sont des protéines qui ont une activité, des protéines qui sont, si on doit faire une image, on imagine des ciseaux et qui vont venir couper en fait des parties de la molécule chimique. Et le fait de couper des parties de la molécule chimique, ça permet de réduire son activité à plus ou moins grande importance de réduction d'activité. Donc on savait que c'était ça qui se passait, que les enzymes dans les bactéries coupaient la molécule de chlordécone. Là où ça devient plus compliqué, c'est que, enfin, pourquoi en fait le chlordécone il reste aussi longtemps dans les sols? C'est à cause de sa structure chimique. En fait, c'est une molécule qui a une forme de cage. Quand on a des molécules chimiques qui sont linéaires, elles vont être plus faciles à couper. Par contre, si jamais une molécule est en forme de cage, elle est beaucoup plus solide et les liaisons en fait qui forment la molécule, qui forment la cage, sont plus difficiles. C'est plus difficile en fait de rompre cette structure qui est très solide. C'est comme par exemple avoir du charbon et avoir du diamant. Dans les deux cas, c'est du carbone, mais le diamant est tellement dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le carbone est très structuré à l'intérieur. C'est ça qui apporte la solidité du diamant. C'est pareil pour le chlordécone. C'est une cage, elle est solide. L'enjeu, c'est d'ouvrir la cage. Et une fois que la cage est ouverte, là, ça commence à être plus simple de dégrader la molécule. Et donc, avec tout ce contexte-là, l'enjeu, c'était ça. C'était de trouver le métabolisme le plus pertinent pour pouvoir ouvrir cette cage en utilisant les enzymes produites par les bactéries et ensuite de le faire dans un temps rapide. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé par me demander, puisque comme je l'ai dit, quand on est au champ, on n'est pas en absence d'oxygène. Je me suis dit, par contre, en Guadeloupe, est-ce qu'il y a des endroits où on est naturellement en absence d'oxygène? Et donc, je me suis dit, je ne vais pas refaire ce qui a déjà été fait et qui a permis justement la publication de 2 superbes articles. Donc, c'est Lomaim et al. 2020 et 2021, qui ont été publiés du coup par les 2 équipes dont j'ai parlé. Je vais faire autre chose et aller dans ces environnements-là où on est naturellement en absence d'oxygène. Et j'avais notamment pensé à la mangrove. Et donc, j'ai investigué différents réserves, on va dire différents environnements, différentes niches écologiques avec des sols qui étaient naturellement privés d'oxygène, donc souvent immergés, parfois très en profondeur. Et j'ai créé ces micro-environnements. Et donc, on a pu comparer et on a refait du coup des microcosmes, des micro-environnements avec les sols qui avaient été déjà investigués dans les études publiées. Mais du coup, tu les as inséminés d'une certaine bactérie ou elle était déjà là? Non, j'ai pris le sol natif et c'était ça aussi le challenge que je voulais mettre en place. Est-ce qu'il y avait déjà les
c'est qu'on voulait utiliser des souches natives de Guadeloupe. Ok, ok, ok. Des souches qui sont naturellement présentes, puisque notre challenge, c'était, justement, tout à l'heure, j'ai parlé du fait de restaurer la confiance, c'était de ne pas rajouter des éléments dans le sol, que les personnes sachent que dans nos sols, il y a Il y a déjà les choses. tout ce qu'il faut. Et comme je l'ai dit Ok. précédemment, on a des espèces qui sont endémiques, notamment des espèces bactériennes, et qui sont capables de dégrader. Ouais. Et donc, le but, c'était de voir à quel point et à quelle vitesse. Ouais. Donc, c'était ça ma démarche, et donc c'est ce qu'on a fait. Et non, on n'a pas encore publié, Ok. mais voilà, on a pu mettre en place ça, et on a aussi mis en place des expérimentations au champ. Alors attends. Juste parce que là, Vas-y. dans la mangrove, Ouais. t'as pas publié, mais tu as déjà des résultats? Oui, mais on va pas les annoncer. Non, mais c'est positif ou c'est négatif? On va pas les annoncer. Ah! Dommage. On va pas les annoncer, mais on va dire que c'est très intéressant. Ok. C'est très intéressant, et donc il faut attendre la publication. Quand ça, tu sais? Alors, j'ai pas de projection, puisqu'une publication, ça se fait à plusieurs auteurs. Ah ouais. Voilà, donc on est Ouais. plusieurs à travailler dessus. On a encore des expérimentations à mettre en place, D'accord. mais on a eu vraiment des résultats très intéressants. Hmm. Et donc, Je pense que c'est positif. J- J'ai un feeling. qui On sait? verra. Mais Ok. voilà, on a eu ces études-là qui étaient super sympas. Et du coup, en parallèle, il faut savoir que Covachim travaillait déjà notamment avec la thèse de Stacy Richnapin-Million, qui était dirigée par le professeur Sarah Gaspard, sur le fait de créer des biochars Ouais. et des charbons actifs. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'un biochar? Qu'est-ce qu'un charbon actif naturel? Mhm. C'est le fait d'utiliser la biomasse, et notamment pour nous la biomasse locale. Donc, ça va être de la noix de coco, ça va être la sargasse, Ouais. ça va être tout ce qu'on trouve du déchet de canne à sucre, pour pouvoir le pyrolyser, donc le carboniser. Donc ça, c'est un biochar. Et ensuite, on obtient une poudre qui va subir des traitements chimiques. Et ce traitement, on l'appelle une activation. Et du biochar, après activation chimique, on va obtenir ce qu'on appelle le charbon actif. Et avec cette substance, cette matière carbonée, le but, c'est qu'il y a des pores dessus. Et les pores, il faut qu'ils aient un diamètre suffisant pour pouvoir accueillir certaines molécules. Ok. Et la chlordécone étant une grosse molécule, le but, c'est d'avoir le diamètre qui est pertinent pour pouvoir laisser rentrer la molécule, Ouais. mais aussi pour pouvoir la séquestrer, puisque le but d'un charbon actif, quand on va l'utiliser à visée de rémédiation, donc de dépollution des sols, c'est de séquestrer les agents polluants. Donc, ça va être une adsorption à la surface du charbon, Ouais. du polluant. Ouais. Excellent. Et donc, eux, moi, je n'ai pas fait de charbon, mais j'ai utilisé le charbon par la Ouais. suite D'accord. avec AgroParisTech. D'accord. Voilà. Et donc c'est là où tu as fait des tests C'est ça. en épandant le charbon. C'est ça. Alors là, c'est une étude qui a été imaginée par Maggie Dulorme, responsable administrative du laboratoire Ecofog, donc en biologie à l'Université des Antilles. Ok. Donc, recrutée par AgroParisTech, j'ai été mise à disponibilité de ce laboratoire-là. Et c'est vraiment, ça a été super, mais super intéressant, puisque la question que Maggie Dulorme se posait, c'était, on parle souvent du fait que certaines plantes qui sont éloignées du sol seraient pas ou peu impactées par la chlordécone, et donc plus aptes à la consommation. Ouais. Vrai ou faux? Et du coup, on s'est dit, écoute, elle s'était dit, on va utiliser des modèles végétaux locaux qui sont connus pour bioaccumuler la chlordécone. Donc, ça veut dire bioconcentré. Donc, il va y avoir une concentration dans le sol. Et on retrouve dans ces espèces-là 80 à 90 fois plus de chlordécone. Et donc, elle s'est dit, Dans les dans l'espèce espèces végétale, comestibles ou on a utilisé une espèce comestible et une espèce d'arrière-forêt marécageuse de Guadeloupe. D'accord. Et une espèce qui est beaucoup consommée en Guadeloupe, mais aussi dans pas mal d'autres pays du monde. Le taro, la madère. Ah oui. Ouais. D'accord. Donc, on est parti sur la madère et on est parti sur un légume racine, donc forcément qui va accumuler, qui va être une vraie pompe à chlordécone. Et on est parti sur une autre espèce ligneuse. Donc, ligneuse, quand ça veut dire qu'il y a de la lignine. Donc, en fait, ça se rapproche de ce qu'on appelle les arbres avec l'écorce. Et donc, une espèce ligneuse d'arrière-forêt marécageuse qui est très répandue et qui n'était pas forcément connue pour être une pompe à chlordécone. Donc, je ne vais pas donner son nom tout de suite, parce qu'on n'a pas encore publié, mais c'est dans les tuyaux. Et donc, déjà, on a vu que cette espèce-là, c'était aussi une pompe à chlordécone.
On a vu, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle une parcelle agricole. Et dans cette parcelle agricole, on a utilisé un charbon actif qui est déjà présent sur le marché à base de noix de coco et un biochar à base de sargasse qui a été fait à Covachum M2E et qui a des propriétés, en étant juste un biochar sans activation chimique, proche d'un charbon activé chimiquement. Ah bon? Waouh! J'en parle parce que le professeur Sarah Gaspard, qui est à l'initiative de cette recherche, en a déjà parlé. Et donc, grâce justement à la thèse de Stacy Richnapin-Million, on a pu utiliser le charbon qu'elle produisait avec sa thèse. Avant elle, il y avait eu le docteur Markens Franker, donc un chercheur haïtien qui était venu en Guadeloupe et qui avait mis en place les conditions de convection du charbon. Et elle a exploité ces conditions de convection pour pouvoir créer ces charbons-là. Et nous, avec Maggie Dulorme, on les a épandus sur nos parcelles agricoles où on a cultivé pendant plusieurs mois les deux espèces, soit séparément, soit ensemble, et bien sûr avec des cultures témoins où on avait seulement l'épandage sur du sol. Et donc, on a suivi ensuite plein de paramètres. Moi, en tant que bactériologiste, j'ai suivi l'impact de cet épandage sur le microbiote, donc sur les populations de micro-organismes naturels du sol. Donc, qu'est-ce que quand on va épandre, ça va changer la dynamique naturelle du sol. Maggie, qui, elle, a une forte valence en biologie végétale, elle a suivi l'impact de cet épandage sur la croissance des plantes. Donc, avec plein de choses, puisqu'on avait une station météorologique sur site, donc on a pu mesurer l'ensoleillement, maîtriser la quantité d'eau relativement bien qu'on amenait à la parcelle. Et donc, elle a, avec en fait plein de facteurs de mesure, elle a mesuré la croissance des plantes, le taux de chlorophylle dans les plantes. Et c'était vraiment incroyable. Et surtout, avec la valence chimie, on a pu mesurer le gradient de concentration dans nos plantes de chlordécone de la partie racinaire vers les parties aériennes. Dans le cas avec du charbon, sans charbon. Exactement. Et on est très excités de pouvoir présenter ces résultats à un moment. Ouais, ok. Voilà. Ok. On peut encore pas en parler. Non. Mais ça va être cool. Ouais. Ça va vraiment être cool de pouvoir en parler. Et puis, on a fait des super collaborations, puisque ça a été mis en place avec l'INSA de Lyon. Ils sont venus de Lyon, ils ont mis en place la parcelle avec nous, ils étaient sur le terrain avec nous, à creuser, à piocher et tout. Donc, vraiment super. Et justement, cet article-là, il a déjà été rédigé, il est en cours de correction. Donc, voilà, c'est il va quelque chose sortir rapidement. On l'espère en tout cas. Ok. Donc, ouais, il est cool cet article. Génial. Mais c'est un gros espoir, là. J'ai pas parlé d'espoir, j'ai dit qu'on est excité de partager. On est excité de partager cette recherche-là, qu'on a mis vraiment tout notre cœur dedans. Mais petite question après, ton charbon actif, ok, tu l'as mis, il a séquestré le chlordécone, ou la chlordécone, je ne sais jamais. Alors, c'est un gros débat. Donc, initialement, je crois que ce qui avait été tranché, c'est la chlordécone, mais le chlordécone, c'est tellement répandu, finalement, les gens disent les deux. Les deux. Moi, je dis les deux. Ouais, ok, bon, voilà, ok, je ne me trompe pas. Donc, la chlordécone est dans le charbon actif qui est resté dans la terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, c'est la question que tout le monde se pose et c'est bien entendu une question qu'on s'est posée en amont des recherches. Et donc, toujours à Covachum M2E, mais entre-temps, je ne suis plus là, donc ça a dû avancer. Il y a d'autres projets qui sont mis en place pour pouvoir résoudre cette question-là. Donc, il y a eu des pistes super intéressantes dont j'ai entendu parler que je ne vais pas mentionner. Mais récupérer le charbon actif après? Il y a des pistes pour pouvoir solutionner trop mystérieuse. Mais donc ça fait partie du travail. Ça fait partie du fait de ne pas de dire les choses donner des informations comme ça sans qu'elles soient publiées. C'est la rigueur scientifique. C'est normal Alors déjà, parce que les personnes qui font la recherche sont plus aptes que moi à en parler. Moi, je parle de ce à quoi j'ai participé activement, où j'ai mis mes tripes sur la table. Sans oublier de mentionner, bien sûr, que tout ça, ça a été financé par une ANR, l'ANR Remède Chlore, portée par le professeur Sarah Gaspard. C'est quoi l'ANR? Donc, en fait, l'ANR, c'est une institution, donc c'est l'Agence nationale de la recherche qui va financer la recherche. Et dans le plan chlordécone 4, parmi les 90 millions qui ont été mis à disposition, comme je l'ai dit, dans les actions de réparation et à la recherche, donc une partie de cet argent a été mis à disposition de la recherche via l'ANR. Et donc, là, des labos, ils vont se mettre en groupe de labos, des labos locaux, internationaux, nationaux,
pour pouvoir présenter des projets et montrer comment ils vont pouvoir participer activement à la remédiation. C'est ce qu'a fait le professeur Sarah Gaspard en tant que porteur de l'ANR, en se mettant avec des laboratoires du Canada, de France, aussi de République tchèque, enfin, un projet super bien. Et c'était pile au moment où j'arrivais à Covachim, donc on l'a rédigé ensemble. Moi, j'ai rédigé le volet One Health, santé globale, avec la partie microbio. Et elle a reçu, du coup, une somme pour pouvoir mettre en place cette recherche sur 5 ans. Donc, c'est elle le porteur de projet. Et nous, on est la force active qui vient faire les manips, les expérimentations. Donc, c'est important de le rappeler. Ouais, ok, très bien. Alors, il y a donc là, toi, maintenant, tu es maître de Je conférence. suis maître de conférence, ouais. Dans le sud de la France. Ouais, exact. Malheureusement, on ne t'a pas ici, mais un jour viendra. Ça aurait été avec grand plaisir, vraiment. Si au moment où j'étais dans cette dynamique de concours, il y avait eu un poste, c'est sûr que mon cœur, est-ce qu'il était ici? Si Dieu veut, un jour Ouais, par viendra. la grâce de Dieu, ouais. Du coup, en dehors de... Alors, on ne va pas parler spécifiquement de ce que tu fais en tant que maître de conférence. Ce qui a piqué ma curiosité, c'est que j'ai vu que sur les réseaux récemment, tu commençais à faire des vidéos. À communiquer. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va devenir influenceuse? Oh là, non. Et je me doutais bien que non. Et en fait, j'ai compris du coup que tu présentais, en fait, tu commences à faire des vidéos de formation, enfin, sensibilisation, information Exactement. sur tes thématiques. Du coup, c'est super intéressant et on mettra le lien. J'encourage les gens Ouais, avec plaisir. à Avec venir plaisir. voir. Oui, @Gaëlle Gruel, _8, microbiologiste sur Instagram. Et Gruel avec un seul L. Et Gruel avec EL et pas 2 LE. Ouais, mais c'est vrai que, alors en fait, comme je l'ai dit, ça a été une vocation pour moi, ce métier d'enseignant-chercheur. Et j'aime autant la valence recherche que la valence enseignement. Et en fait, j'ai eu la chance, je l'ai dit précédemment, d'avoir une expérience qui était scientifique de qualité à l'Université des Antilles, mais aussi une expérience humaine, puisque moi, j'ai été dans un environnement avec des femmes chercheurs en chimie et en biologie qui ont aussi pris le temps de discuter avec moi de ce qu'est ta responsabilité envers la société une fois que tu deviens enseignant-chercheur. Elles m'ont vraiment parlé de ça et préparé à ça en me disant, mais en fait, tu as une responsabilité intellectuelle envers la Guadeloupe. Ça, elles me l'ont toujours dit. Et ensuite, elles m'ont dit, tu as une responsabilité aussi envers les jeunes filles parce que tu deviens un rôle modèle pour celles qui auraient pensé qu'elles n'auraient pas pu y arriver. Et par exemple, beaucoup de personnes se disent, oui, mais si je reste faire mes études en Guadeloupe, je ne pourrai jamais trouver un travail si je veux partir ailleurs. Non. Moi, j'ai été recrutée par l'Université Clermont-Auvergne après un doctorat et des post-docs faits majoritairement en Guadeloupe, avec des mobilités internationales, mais quand même majoritairement à l'Université des Antilles. Donc, quand elles m'ont expliqué ça, et moi, j'avais déjà à cœur ce projet de vulgarisation où j'avais tellement conscience que les gens se posaient plein de questions et venaient me voir pour me dire « Mais Gaëlle, tu es dans la recherche, mais finalement, quel projet existe en Guadeloupe? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Ça veut dire ça. » Il y avait des sujets où nous, c'est vrai que quand on est dans notre petit monde de recherche, on a parfois le nez dans le guidon et on ne se dit pas toujours « Mais tiens, c'est vrai que les gens se posent des questions qui sont très terre à terre. » Parce que nous, parfois, on est beaucoup dans notre théorie, même si on essaie de l'appliquer. Il faut parfois se... Voilà. Enfin, il y a un petit gap quand même entre la communauté scientifique et la population. Et ce gap, il gagne à être comblé justement dans cet effort de restauration de la confiance. Et en discutant avec tous ces modèles que j'ai eus, donc le professeur Sarah Gaspard, la directrice du laboratoire Covachim, Madame Arsène, avec la directrice du département, Christelle Yakou, et puis avec d'autres maîtres de conférences du laboratoire, avec Maggie Dulorme que j'ai déjà citée, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement important quand elle discute avec moi de manière très vulgarisée des problématiques locales et des problématiques européennes, mondiales, françaises. Je me dis, mais les gens gagneraient à entendre ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, on va utiliser en fait 2 choses que j'aime faire, parler et la recherche et l'enseignement. Et donc, se redescendre de ce côté très théoricien et puis revenir à un côté très terre-à-terre en utilisant des mots simples pour dire, voilà ce qui existe. Et j'ai fait le choix de rester dans ce que je maîtrise, c'est-à-dire, et ce qui me passionne, c'est la microbio. Donc, je parle
principalement de santé, microbio, environnement, microbio. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a tellement de monde maintenant qui parle sur les réseaux. Enfin, ce qui est bien, justement, c'est un peu lourd, c'est qu'il y a plein de gens qui se prétendent experts en tout. Ouais, je Non, mais en fait, c'est vrai. Et finalement, quand on tombe sur des vrais scientifiques qui apportent du contenu, mais il faut liker, enfin, il faut s'abonner à la page. abonnez-vous! Abonnez-vous. C'est vrai que l'autre jour, j'ai vu, tu sais, on dit aussi l'autorité avec le costume ou la blouse. Ouais, Et l'autre jour, j'ai vu un gars avec une blouse blanche qui parlait des extraterrestres et de manière très et précise. tu as dit: «Oh, Silène Blues, mais c'est Mais je me suis sûrement vrai mais ce j'ai qu'il tout dit». écouté, j'ai pris des notes. Tu vois? Donc en fait, mettez des blouses et une paire de lunettes, hein, finalement. OK, très bien. Oui, alors donc c'est ça, je parlais de ça parce que c'est là que j'ai découvert que tu faisais du consulting, Ouais, aussi. auprès, d'entreprises, Et institutions pas que, ouais, en effet. et justement sur l'accompagnement sur le volet scientifique qui pouvait accompagner des projets. Ouais, Tu peux c'est nous ça. parler de ça un peu? Alors en fait, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, Ouais, mais je crois que j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur OK, avant d'avoir mon poste, de maître de conf. Je faisais ça, mais ça doit faire, presque 3 ans, hein. OK. Ouais, dès que j'ai commencé mon postdoc, je me suis focalisée sur les aspects qu'on me demandait au labo, mais j'avais conscience d'avoir d'autres compétences que je mettais pas à profit. Malgré le fait qu'on soit vraiment bien payé à l'université des Antilles, je me disais: «Beh, ça vaut le coup de mettre des sous de côté», puisqu'il faut quand même parler du fait qu'après le doctorat, il y a un moment où on est, en CDD et je me posais toujours la question de l'après. Donc je me suis posé la question aussi de la sécurité financière Oui. et je me suis dit: «Bon, tu vas utiliser les autres compétences que tu mets pas en place à l'UA pour pouvoir te faire des sous» et donc c'est comme ça que c'est parti. En fait, en allant dans des événements avec des entrepreneurs, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs mettaient en place des projets qui avaient une forte valence scientifique, Mmh. qu'ils ne savaient pas exploiter, qu'ils Ouais. ne savaient pas financer du coup, ils se retrouvaient bloqués. Ils se retrouvaient toujours à toquer au même guichet de financement qui ne prenait pas en compte cette valence scientifique Mmh. en cherchant les chiffres, je me suis rendu compte que la majeure partie du financement pour certains guichets scientifiques était inutilisée. Mmh. Et c'est là que je me suis dit: «Tiens», en parlant avec d'autres chercheurs qui sont, aussi à leur compte et qui me disaient: «Mais la 1re difficulté des gens, c'est se financer quand ils ont un projet qui a une valence scientifique». Ouais. Et il y a un service pour ça à la région Guadeloupe, par exemple, mais les gens ne se rendent pas toujours compte, en fait, de la valence scientifique de leur projet. Et donc je suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois à des meet-up, par exemple, il y en a un qui s'appelle Up for Life, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se Mmh. retrouvent et ils venaient me dire: «Mais tu es scientifique, tu sais, moi j'aimerais créer ce produit-là». Et je disais: «Et donc qu'est-ce que tu as fait?» «Ah ben je suis allée voir, cette institution» et je disais: «Mais tu as pensé à eux, tu as pensé à ça, tu as conscience qu'il y a tout ça à mettre en avant, tu as conscience que tu as un cahier des charges à rédiger, tu as Mmh. conscience que tu as des antériorités à vérifier. Il faut savoir si ça a déjà été fait. Ouais. Est-ce que tu es pas en train de plagier?» Il y a les questions de brevetage et à force que les gens viennent vers moi, l'activité s'est créée d'elle-même et donc j'ai commencé à rédiger les cahiers des charges, j'ai commencé à faire la recherche scientifique, la biblio. Par exemple, même pour, des personnes qui veulent lancer un produit cosmétique, ils me disaient: «Mais moi, je veux faire de la pharmacopée locale». Je disais: «OK, qu'est-ce que tu connais comme plante locale?» «La noix de coco». C'est bon, ben, en fait, il y a plein de plantes qui vont avoir, une utilisation particulière et qui sont décrites dans la littérature. Donc est-ce que tu as déjà fait ne serait-ce que ce travail de recherche bibliographique et est-ce que tu as les clés de lecture pour aller vite, pour être pertinent Ouais. et pour pouvoir discriminer l'information dans la marée Ouais. littéraire des publications? Et donc, au fur et à mesure que les personnes me proposaient leurs problématiques, beh, j'y répondais et c'est comme ça que l'activité s'est créée. Génial. Donc tu Voilà. vraiment tu réponds à un problème concret, quoi. Ouais, bah, j'essaye. Génial. Tu as, un exemple ou 2 de produits ou de projets, ou de services que tu as aidé à Oui, bah, celui qui est en cours, par exemple, je vais pas trop rentrer dans les détails, mmh, par secret professionnel, bien sûr, mais j'accompagne en ce moment, un diététicien. Lui, il travaille en milieu clinique ouais, et il a une double, formation. Avant d'être diététicien, il était coach sportif OK. et donc avec ces 2 casquettes et cette valence, santé, qui l'intéresse particulièrement, il a eu l'idée de mettre en place un dispositif, pour la cuisine qui permet à la fois la conservation des aliments une fourchette très, très, très large de température, ensuite la préparation de ces aliments-là et la réutilisation avec un cycle, de son dispositif qui va de la réutilisation jusqu'au recyclage.
Et donc, vraiment, un produit avec des Naturel. fibres naturelles, avec des fibres enduites, avec des principes actifs. Mais quelque chose que je trouve Ouais. extraordinaire. Quand il m'a parlé de son projet, j'étais là, mais what? Je voulais absolument aussi y participer parce qu'il y a l'aspect pécunier qui explique que je me sois lancée dans une activité secondaire, mais il y a bien sûr la passion. Chaque nouveau projet, c'est tellement de questions scientifiques, c'est passionnant. Et puis, quand les gens se lancent, ils ont tellement de ferveur, ils croient tellement en leur projet. Et toi, tu as tellement envie de les accompagner, ça devient ton projet Ouais, aussi. ouais. Et donc, c'est hyper excitant. Et donc, c'est non, vraiment un projet magnifique. Et je n'ai aucun doute sur l'ampleur que ça va prendre et le rayonnement que ça va avoir, parce que c'est pertinent en termes d'utilisation, c'est pertinent en termes de santé, c'est pertinent en termes d'écologie, c'est pertinent en termes de tout. Génial. Et donc, je suis en train de l'accompagner. On a fini son cahier des charges, il est déjà en phase de développement. OK. Ouais, c'est un Guadeloupéen, même s'il est en OK. France en ce moment, mais c'est un Guadeloupéen. Et voilà, quand ça va sortir, je serai ravie de pouvoir communiquer Ouais. là-dessus. Et oui, tu nous diras, on pourra Ah aussi ouais, mais le avec mettre en grand avant, ouais. plaisir, Ouais, vraiment. Parce que son excellent. projet, il est top. Excellent. Super, ça fait plaisir, on voit que tu es super enthousiaste, quand tu parles de ce que tu fais. Hem, Ça a l'air simple du coup quand on t'entend parler, mais j'imagine que ton parcours a été, assez, pas forcément, le plus facile. En effet. Heu, C'était quoi la plus grosse difficulté que tu as dû, affronter, pendant ton parcours? La plus grosse difficulté que j'ai affrontée durant mon parcours, ce sont les pensées limitantes et OK, pas que les miennes. intéressant. Ah oui, OK. Parce que, comme je l'ai dit, on peut faire face à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ça a été mon cas, malgré les compétences que j'avais, malgré tous les efforts et le travail que je fournissais. J'avais toujours l'impression que, ben, tant que je suis en doctorat, tant que je suis en postdoc, je n'ai pas forcément de légitimité à Mmh. m'exprimer. Et j'ai vraiment dû me battre contre ça pour pouvoir, ne serait-ce que faire des congrès, présenter mes travaux. Parce qu'à chaque fois, je me disais: «Beh non, il y a peut-être quelqu'un de plus légitime que moi à parler». Mmh. Sûrement, mais tu peux aussi parler. Le faire. Mmh. S Premièrement. Deuxièmement, les pensées limitantes des autres. Et si je ne vous raconte pas, je pense que c'est encore plus dur que les pensées limitantes qu'on a envers soi-même. Les personnes qui viennent te voir pour te dire: «Moi, j'ai pris tant de temps à faire ça, donc toi, Ah, c'est impossible que tu le fasses». mais donc ils te la transmettent? Et qui peuvent, si vous êtes pas suffisamment solide. Et moi vraiment c'est la foi en Dieu. Je me suis agrippée à Dieu comme ça en disant: «Seigneur, je fixe mes yeux sur toi parce que si je regarde les gens et si j'écoute ce qu'ils me disent, je vais pas y arriver». Donc moi je crois, j'ai vraiment cru que tout ce qu'on demande à Dieu: «Confie tes projets en l'Éternel et tu auras les résultats de tes projets». Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Tous les jours, je disais: «Seigneur, je veux aller là-bas, amène-moi là-bas. J'ai peut-être pas les compétences et les compétences, mais Dieu, il qualifie les gens qu'il appelle. Donc si je suis pas qualifiée, appelle-moi et qualifie-moi». Donc c'est vraiment ça qui s'est passé. Je me suis agrippée à ma foi en Dieu et aussi au fait que je savais que j'avais quand même des compétences au fur et à mesure de son parcours. Je lisais mon CV, je le voyais s'allonger. Je me disais: «Tu as appris 2-3 trucs, Gaëlle, quand même». Et donc quand les gens venaient me dire ça, c'était vraiment un coup de poing en plein visage parce que je me disais: «Wow, quelqu'un qui est arrivé là me dit que je vais jamais le faire». Et le fait que plusieurs personnes fassent ça, l'accumulation, ça pouvait être vraiment très, très difficile. Mmh. Et puis, donc il y a la remise en question. Bah, est-ce que tu as trop confiance en toi là? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Et en fait, tu es pas objective. Mais en fait, manquer d'objectivité, exploser le plafond de verre, vraiment, ne croyez absolument aucune pensée limitante. Il y a pas de limite. Il y a pas de limite. Tout ce que tu veux faire et qui s'aligne pour toi avec le plan de Dieu est voué à s'accomplir. Alors fonce, fonce, fonce! Je regarde la caméra là, on est en face to face. Non, vraiment, n'écoutez pas les pensées limitantes des autres. Et le plus difficile, c'est comme je l'ai dit, quand il y a des professionnels qui ont fait ce que vous voulez faire, qui vous le disent, mais aussi, par exemple, l'entourage proche. Ils le disent pas méchamment, mais ils le disent parce qu'ils ont peur que vous fournissiez trop d'efforts et qu'en fait, on vous presse comme un citron et qu'à la fin, vous n'ayez pas de retour sur investissement. Ils le disent parce qu'ils vous aiment et pourtant ça aussi, c'est limitant. Donc vous leur dites: «Vous m'aimez beaucoup et je vous aime beaucoup, mais si vous m'aimez, taisez-vous». C'est bon ça. Ouais, il faut savoir le Ouais. dire. J'ai une petite série de questions rapides pour toi. OK, go. Heu, Laboratoire ou terrain? Ah, les 2, les 2. L'un va pas sans l'autre. Enfin, dans la recherche appliquée, l'un va pas sans l'autre. Le terrain, c'est trop bien, le labo, c'est trop bien. Café noir ou jus de goyave? Jus de goyave. Jus de goyave de des goyaves de mes parents.
Carême ou hivernage? Carême, 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 et pas que pour en fait tout ce qui est météorologique, mais carême aussi pour La période. la période de carême religieuse. Et c'est ce moment où on accorde énormément, on est censé accorder énormément de temps à Dieu, vraiment être en sa présence beaucoup plus que d'habitude et se laisser restaurer, être débarrassé de ce dont on n'a pas besoin pour aller là où Dieu nous emmène. Donc carême plus, 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 plus. Tu pourrais aussi faire, comment on appelle ça? Tu sais, Motivational speaker. voilà. Inspirational speaker. Mais tu vois, c'est bien, il y a pas beaucoup de c'est rare en France les gens qui parlent ouvertement de Dieu comme ça. Les Américains le font beaucoup, Mmh. facilement Mmh. et Mais mmh, c'est dommage parce qu'en fait, je trouve qu'on quand je dis «on», je parle de la société, parle ouvertement de sujets qui doivent tellement rester dans l'intimité normalement. Ce dont je parle ouvertement, c'est pas de mon intimité avec Dieu et de la relation que j'entretiens avec lui, entre lui et moi. Ce dont je parle, c'est notre Dieu créateur à tous, en fait, et de ce que nous tous, on peut faire, justement, pour aller dans le sens de son plan parfait pour nous. Tout ce qu'il veut, c'est, un plan parfait pour nous, une vie parfaite pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir cette grâce de lui? mmh. Je finis mes questions rapides. Mmh. Biochar ou charbon actif? Les 2, chacun son utilité. Bon, tu as plus le droit de dire les 2 à partir de maintenant. Je m'octroie le droit. Non, je plaisante, vas-y, je vais essayer, ouais. C'est difficile, hein. Ouais. Expérience ou résultat? Pas de résultat sans expérience. Tu t'en sors bien. Lecture scientifique ou podcast engagé? Alors pardon, j'ai pas entendu. Lecture scientifique Qu'est-ce que ou alors tu définis lecture scientifique? Les articles article scientifiques? scientifique? D'accord, ou podcast engagé? J'ai pas le choix de vu mon métier. Lecture scientifique. Lecture scientifique tous les jours, toute la journée, tout le temps. OK. Science, passion ou mission? Les 2. Dernier. J'ai pas le droit de dire les 2. Alors Si, qu'est-ce si, que je tu vais peux dire? dire celui-là. Je vais dire, que c'est une passion et qu'une passion, ça te prend tellement aux tripes que tu en fais une mission. D'accord, très bien. Projet, innovation ou tradition? C'est dur, hein. Alors moi je suis une femme de l'innovation, mais la tradition, elle doit ne pas être oubliée et en fait, elle peut être, partie prenante de l'innovation. On peut l'intégrer dans l'innovation et on doit l'intégrer dans l'innovation puisque justement, si on parle de pharmacopée locale, nos ancêtres, nos grands-parents nous disaient: «Quand tu as mal au ventre, tu prends 2 feuilles de ça, 3 feuilles» et en plus, ils nous disaient les quantités et justement, il y a un laboratoire, encore une fois, Kobayashi Mendese, avec, le docteur, Cebrián Torrejón Gerardo, qui travaille sur ça, sur le fait que notre, tradition locale en termes de pharmacopée, où on n'avait pas forcément les sources scientifiques, beh, elle a une vraie efficacité puisqu'on l'a éprouvée cette efficacité dans notre chair en se traitant par nos plantes locales et que maintenant on peut justement grâce à l'avancement de technologies, grâce à la science, à la chimie en particulier, à la phytochimie, plus précisément, démontrer scientifiquement l'efficacité de ces plantes. Donc la tradition peut rentrer dans l'innovation, mais je suis une femme de l'innovation. OK, super, excellent. Si tu avais, une baguette magique Wow! et que tu pouvais Moi, je suis une femme de Dieu, je fais que les prières, les baguettes magiques, je connais pas. alors tu as une prière Ouais. qui pourrait s'exaucer, enfin une vraie prière de cœur Mmh. pour, notre petite île dans la Caraïbe. Mmh. Qu'est-ce que ça serait? Ça demande réflexion Mmh. et en fait, il y a beaucoup de sujets, hem et je demanderais une amélioration, pas une perfection parce que rien n'est parfait, nul n'est parfait mis à part Dieu, mais je demanderais une amélioration de la santé globale et je mettrais des astérix dans ma prière en disant: «Bon Seigneur, dans l'amélioration, est-ce que tu peux augmenter le nombre d'enseignants-chercheurs qui peuvent rester en Guadeloupe, limiter la fuite des cerveaux?» Non, blague à part, c'est important. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose, pourquoi je milite. Je parle pas de mon cas personnel. Moi, mon poste, je l'ai eu. Avec la rareté des postes, je ne vais pas me plaindre. Mais j'ai toujours dit et je dirais toujours que, comme on dit en créole, «Lambri comme moi terré incident». Ça veut dire, bon, que, enfin,
Avant, quand les gens naissaient, on coupait le cordon ombilical, on l'enterrait là où la personne est née, dans le jardin. Et en fait, tu as une attache importante. En fait, quand l'île souffre, tu souffres dans ta chair. Le moteur, le feu que ça anime en toi, plus tes compétences scientifiques, ça dépasse ce que je pense quelqu'un aurait fait quand il n'a pas d'attache. Donc, moi, j'ai vraiment eu le parti pris d'avoir cette formation internationale et de bouger pour ne pas rester enfermée dans ce qu'on aurait pu m'apprendre ici. Mais j'ai aussi toujours eu le parti pris et je continue à le faire. Je ne suis pas tout le temps en Guadeloupe, mais même quand je ne suis pas là, les collaborations, elles continuent, le travail continue. Et donc, je dirais vraiment avoir cette attache, cette diminution, ce ralentissement de la fuite de cerveau, cette possibilité de rester et de battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que souvent, on te dit: «Oui, mais t'inquiète pas, quand tu auras 50 ans, tu seras peut-être en HDR déjà, tu seras professeur des universités, tu vas revenir». Oui, mais est-ce qu'elle est tout ça gomme? Est-ce que j'aurai la force, l'énergie? Non, moi, j'ai envie que là, je pète le feu, c'est maintenant. Et je souhaite ça, en fait, pour les personnes qui viendront après moi, qui sont dans leur vingtaine, la fin vingtaine, début trentaine, qui vont avoir des postes par la grâce de Dieu, qui puissent faire ça ici et donner ce coup de boost qu'on donne quand on a cette attache en plus, vraiment. Et puis un petit peu plus de financement, une résolution des problèmes d'eau, tout ça, faut prier le Seigneur pour ça. Très bien. Bah, écoute, alors ouais, là-dessus, juste, je vais rebondir un petit peu parce qu'on Ouais, est dis-moi. quand même accueillis chez le Le docteur docteur Henri Joseph. Henri Joseph, Ouais. qui parlait justement de ça, Mhm. du fait de dire, ben, en fait, on a la fuite des Des cerveaux, cerveaux. Ouais. et c'est un problème d'attractivité aussi du territoire, peut-être. Non, Hmm. tu crois pas? Tu trouves qu'il y a des territoires qui sont... Alors, j'ai pas envie de dire, est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus attractifs que la Guadeloupe? Il y en a sûrement, mais pour moi, aucun territoire n'est plus attractif que la Guadeloupe. Il y a quelques soucis, c'est vrai, on a des coupures d'eau, c'est vrai, on a des échouements massifs de sargasses, c'est vrai, mais pour avoir pas mal voyagé grâce à mes parents, merci papa, maman, j'ai quand même pu voir que si on fait un ratio de la qualité de vie par rapport Ouais. aux difficultés, en Guadeloupe, on s'en sort très, très C'est bien. vrai. Alors Donc, d'après toi, c'est quoi pourquoi les Guadeloupéens partent? moi, de mon expérience personnelle, j'ai eu du mal à savoir ce qui existait en local pour que je puisse rester et j'ai dû beaucoup me battre pour avoir cette information. Ah ouais, Donc pour moi, c'était là, mais tu savais pas? c'était là, mais je ne savais pas. OK. Et par exemple, il faut savoir qu'il y a un dispositif, pour pouvoir embaucher les jeunes docteurs qui existent. Je crois que c'est aussi mis en place Oui, par la région Guadeloupe, j'en ai entendu donc le parler récemment. dispositif jeunes docteurs et cetera. Il y a pas mal de choses qui existent et il y a pas mal d'institutions qui recherchent du monde pour travailler et avec des doctorats. Et donc cet accompagnement, dispositif jeunes docteurs permet ça, mais quand on n'est pas au courant, par Je sais exemple, pas. Ouais, on sait pas, ah, on ne sait pas à quelle porte toquer. Moi, ouais. j'ai eu du mal à savoir qu'il n'y avait pas que les doctorats qui étaient financés par la région. J'ai eu un doctorat financé par la région, mais j'ai jamais su, presque à la fin de mon postdoc, j'ai su qu'il y avait des postdoctorats. Il y a une fausse idée reçue aussi, on parlait d'idées bloquantes, c'est qu'il y a Ouais. beaucoup de jeunes qui pensent que, jeunes, moins jeunes, mais qui pensent que ça va être très compliqué en rentrant en Guadeloupe de trouver du travail. Ce que moi j'observe en tant qu'employeur plutôt, là, dans le domaine de l'ingénierie, c'est que, c'est très difficile pour moi Mmh. de recruter des Un personnes d'expérience. profil qui correspond à ce que Des tu jeunes qui recherches. sortent de l'université, yes, c'est facile, Mmh. que ce soit Université des Antilles ou bien des jeunes qui sont partis et qui viennent de finir leur cursus en métropole ou au Canada et qui veulent revenir, ça, c'est assez facile Mmh. de trouver des profils comme ça. Mais des profils de personnes qui ont fait 4 5 ans d'expérience dans un domaine particulier, c'est beaucoup plus difficile d'aller, trouver des Guadeloupéens, Guadeloupéennes, parce que le noyau ici est petit et généralement les gens qui ont déjà 4 5 ans d'expérience, Ils ils se sont restent. établis Ils là se où ils sont sont. établis et restent, tu vois? C'est vrai. Et mais aussi parce que souvent, ce que j'entends pour faire des allers-retours, c'est que ceux qui sont là-bas, souvent se disent: «Ouais, mais il y a pas de boulot en Guadeloupe». Alors que c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais sauf que quand tu es le seul, Ouais, c'est ça. si tu arrives et que tu es le seul, tu vas trouver, hein. C'est ça. Mais oui, alors en fait, après, bon, c'est un problème qui est enfin, c'est un problème, c'est une situation qui est multifactorielle. On va pas pouvoir parler de tous les facteurs, mais bon, comme tu l'as dit, parfois, il y a juste pas de profil qui se présente Ouais. et les gens se disent: «Ah ben non, mais il va y avoir 54 000 profils». Ouais. Tentez! Bah oui. Je vous ai dit vraiment, pas de pensée limitante. C'est un truc qu'il faut laisser derrière soi. C'est difficile à faire, et c'est pour ça que moi, sans la foi en Dieu, je sais pas si j'aurais réussi, mais il faut laisser ça derrière soi. Il faut toujours
tenter. Et c'est pareil, il faut pas avoir. Quand on est face au syndrome de l'imposteur, il faut faire l'inverse de ce que le syndrome de l'imposteur vous dit. Par exemple, si le syndrome de l'imposteur te dit: ah non, mais tu as vu le poste? Mais jamais on va croire que toi, tu es capable de faire ça. C'est à ce poste-là qu'il faut candidater. Merci Gaëlle pour ce temps passé avec Avec nous. plaisir, merci de m'avoir Bonne confiée. chance dans tous tes projets futurs. On espère Merci. qu'un poste va s'ouvrir et que tu vas venir Priez tous le enrichir Seigneur pour moi. les équipes de Guadeloupe et le territoire. Mmh. Si les gens veulent te retrouver, on mettra le lien, tu disais? Ouais, avec plaisir. Moi, je suis vraiment super facile à trouver sur les réseaux sociaux en tapant mon nom et mon prénom, donc @Gaëlle Gruel-8 microbiologiste sur Instagram, Gaëlle Gruel microbio sur TikTok, sur LinkedIn, c'est Gaëlle Gruel. Voilà, pas très compliqué. Super, il n'y en a pas 30 000. Donc Il n'y en a pas 30 000. excellent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Continuez de nous poser vos questions. Abonnez-vous à la chaîne pour que vous ne puissiez pas rater des épisodes incroyables qui vont suivre. Et je vous dis à la prochaine fois et bonne fin de journée. Régénération Caraïbe, le podcast.